Nous sommes jeudi 21 août, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, audience à la présidence. Le président de la République a reçu cet après-midi les membres de la Ligue des imams pour la solidarité islamique. Au centre des échanges, les derniers développements de la situation sociopolitique au Mali. Les interlocuteurs du chef de l'État lui ont réaffirmé leur soutien pour la bonne marche du pays. Nous écoutons Cheikh Tidiane Aïdara, secrétaire général adjoint de la Limama, au micro de Mohamed Diarra. L'objet de la rencontre, c'était pour les imams de se rendre jusqu'au palais de Koulouba pour rencontrer le chef de l'État, lui témoigner sa sympathie et puis lui transmettre les salutations, les vœux et aussi faire pour lui des bénédictions parce que le chef de l'État, c'est le symbole de l'État, de la nation. Donc il est convenable pour les imams qui sont en quelque sorte les guides spirituels de la nation, de la communauté musulmane. Et il est bon qu'ils fassent des doigts, c'est-à-dire des bénédictions, pour le chef de l'État. Parce que bénir le chef de l'État, c'est bénir l'État. Bénir l'État, c'est bénir la nation. Parce que les imams ne sont pas que des imams, c'est aussi des citoyens qui sont quelque part responsables du bien-être, de l'équilibre de la société. Et il est bon qu'ils nourrissent de bonnes intentions pour l'État, parce que l'État, en quelque sorte, c'est un symbole de la nation. Sur un tout autre sujet, la réforme de l'armée en marche, le ministre de la Défense et ses proches collaborateurs ont rencontré ce matin le Premier ministre pour lui faire part des actions en cours par rapport à la réforme de l'armée. Il s'agit pour les autorités nationales de bâtir une armée de nos besoins capable de faire face aux menaces actuelles sur le continent. Pour plus de précisions sur cette question, écoutons le chef d'état-major général des armées, général Mamadou Touré. Il est au micro de Mohamed Diarra. Le but de l'exercice, c'est d'arriver à reformater les forces armées de sécurité et à lui donner un cadre logique dans lequel les missions seront le mieux exécutées à terme, que les missions, les capacités soient en adéquation avec les ressources dont ils ont besoin pour assumer ce travail. Donc cet exercice de présentation, non seulement de la planification qui a été faite, a été présenté donc au Premier ministre aujourd'hui avec un certain nombre de ministres qui sont responsables des domaines. Alors cette réforme, comment elle va s'opérer en termes de moyens logistiques? Non, c'est une réforme qui s'inscrit dans un cadre normal des réformes. C'est-à-dire que à chaque étape de la vie d'une armée, il y a un certain nombre de menaces. L'environnement change, il faut adapter les capacités des forces armées à répondre à ces menaces en fonction des missions qui sont assignées par les autorités politiques, notamment le chef suprême des armées, mais aussi l'Assemblée nationale et donc tous les constituants. Donc le but de cet exercice-là, c'est de revisiter l'environnement, de revoir les menaces, de voir ce que nous avons aujourd'hui comme partenariat et d'identifier les capacités dont doivent se doter les forces armées pour tirer les leçons d'un passé récent ou d'un passé beaucoup plus lointain, afin que l'armée de la République puisse répondre aux préoccupations des citoyens. Voilà, vous l'avez compris, c'est bien sûr le chef d'état-major général des armées, général Mahaman Touré, qui était interrogé par Mohamed Diarra. Nous restons avec le Premier ministre Moussa Mara, qui a installé officiellement dans leurs fonctions les membres du comité de suivi et d'évaluation du plan d'action de lutte contre la corruption. Ces hommes et femmes s'engagent à accompagner le gouvernement dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière en toute impartialité. Nous retrouvons Mohamed Diarra. Voici les nouveaux membres du comité de suivi et d'évaluation du plan d'action de lutte contre la corruption. Ils sont 7, dont 2 femmes. En les renvoyant à la suite de leurs fonctions, le Premier ministre les charge d'une lourde et exaltante charge, celle de mener en toute impartialité les missions à eux confiées. Le choix porté sur vous atteste de votre intégrité, de votre dévouement à servir le Mali et dénote de votre engagement à jouer un rôle moteur dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Il me plaît de rappeler que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a décrété l'année 2014, année de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Je voudrais
profiter de cette occasion pour vous rappeler que le chef de l'État, dans chacune de ses adresses, revient sur le fait que nul n'est au-dessus de la loi. Donc exercez votre mandat en toute indépendance. Un message bien compris par les destinataires. Et c'est pourquoi ils ne comptent pas décevoir les autorités maliennes. Nous nous engageons à remplir avec honneur, abnégation et détermination notre mission que vous venez de nous confier. Le Premier ministre a rendu hommage aux membres sortants pour le travail abattu. La feuille de route étant tracée, Bourema Alaye Touré et ses collègues ont du pain sur la planche. Ils doivent produire un rapport à la dimension des attentes des pouvoirs publics. Aujourd'hui, premier jour de grève de 48 heures enclenché par l'UNTM et syndicats affiliés. La centrale syndicale, comme vous le savez, manifeste ainsi son mécontentement suite à la non-satisfaction de certaines de ses revendications. Pour plus de précision, écoutons le secrétaire général de l'UNTM. Et pour lui, le mot d'ordre a été respecté sur l'ensemble du territoire national. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Diarra. Depuis le matin, nous sommes en contact avec l'intérieur aussi bien que au niveau de Bamako ici, au niveau des différents syndicats nationaux, des sections. Donc la prévision que nous avons faite en la matière, cette prévision a été respectée à 100%. Qu'en est-il de l'EDM? L'EDM, bon, cela avait été déjà annoncé depuis le début. Ce qui fait que l'EDM n'était plus dans les projets. Cette façon quand même de faire, nous n'avons pas bien compris, mais dans tous les cas, nous allons tirer les leçons après. Avec la grève, on a mis en place le service minimum qui est le service de gare, par pavillon et par service. Par pavillon, il y a toujours le service minimum de gare. Aujourd'hui et demain, le syndicat même est venu vérifier pour voir si tous les éléments sont en place. Vous avez même vu au niveau de la caisse, à part quelques éléments pour recevoir certains patients en urgence, et à part ça, il n'y a rien d'autre. Dans ce cas, est-ce que vous ne causez pas un peu de tort aux patients? Le malade vient, les urgences sont prises en charge avec les malades hospitalisés. Seulement, il n'y a pas de consultation, c'est tout. Vraiment, moi, je pense que la grève, là, elle a été vraiment mal placée au niveau des hôpitaux. Franchement, nous avons des malades ici qui souffrent. Les services minimums qu'ils ont déployés ici vraiment ne suffit pas vraiment pour aider ces malades-là. Moi-même, je suis là depuis le matin, je suis là avec mes soucis. Voilà un micro-trottoir réalisé dans la capitale. Et puis, dans un communiqué qui nous ont fait parvenir, les secrétaires généraux de l'intersyndicale Sinacom Sutelec invitent les travailleurs de DEM-SA à être présents à leur poste de travail respectif. Ils demandent à leurs militants de respecter les horaires de travail ce jeudi 21 août et demain vendredi 22 août, comme décidé lors de l'Assemblée générale extraordinaire de l'intersyndicale. Santé à présent, dans le cadre du renforcement de la prévention contre la fièvre Ebola au Mali, le ministre de la Santé vient de rencontrer les partenaires techniques et financiers du domaine de la santé. Occasion pour eux de s'imprégner du dispositif sécuritaire, mais également apprécier les efforts accomplis par notre pays en matière de prévention. Compte rendu Khadija Toukone. Dans un exposé, le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a développé le plan de gestion de la menace qui s'articule autour de 5 points. Il s'agit entre autres de renforcement des moyens de prise en charge des cas suspects, de la surveillance épidémiologique, du budget avec lequel cette prévention est menée, des efforts appréciés par les partenaires. Les stratégies qui ont été proposées sont en rapport avec les stratégies régionales définies par l'OMS récemment. La préparation est de bonne guerre. On ne peut jamais être rassuré avec une épidémie d'une telle envergure dans la région. Mais c'est bien de savoir que le ministère de la Santé s'y prenne avec sérieux et qu'il y a tant de partenaires autour qui sont intéressés d'appuyer dans ce sens. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ousmane Koné, a également annoncé le renforcement des brigades communautaires aux frontières, l'augmentation de l'effectif médical, l'intensification de la campagne d'information et de sensibilisation. Au terme de la rencontre, les partenaires se sont engagés à soutenir notre pays à garder son statut de pays non touché par la fièvre hémorragique à virus Ebola.
Les femmes leaders à l'école de technique et plaidoyer de lobbying pour mieux défendre leurs droits, c'est à la faveur d'un atelier de formation organisé par le réseau des femmes parlementaires en partenariat avec le cadre de concertation des femmes des partis politiques. Reportage Agali Agagissa. Les constats de tous les jours montrent que les femmes maliennes constituent une couche qui occupe une place importante dans le développement socio-économique du pays. Cependant, leur taux de représentativité aux instances de décision reste en deçà des attentes. 7 maires femmes sur 703, soit 1%, et 418 conseillères municipales sur 10 505, soit 3,9%, 14 sur 147 femmes députées à l'Assemblée nationale, soit 9,52%. C'est au regard de ce tableau que le réseau a organisé cet atelier. Il s'agit de renforcer les capacités des femmes en matière de plaidoyer, de lobbying et de sensibilisation. Les participantes à cette rencontre se sont familiarisées avec plusieurs outils en matière de défense des droits des femmes. Cet atelier vise à outiller le réseau et ses alliés stratégiques en matière d'outils et de lobbying et de plaidoyer. Cette faible représentation des femmes est le reflet de la situation au niveau local et national. En dépit de cette situation, l'Assemblée nationale du Mali travaille à une intégration des femmes députées. Organisé en parfaite collaboration avec le cadre de concertation des femmes des partis politiques, l'atelier s'est tenu avec l'appui technique de l'Institut national démocratique et du PNUD. Après les femmes, les jeunes, la jeune Chambre internationale Mali était à l'honneur aux États-Unis à travers le programme Mandela Washington Fellowship for Africa Leader 2014. C'est un important programme axé sur plusieurs domaines dont le leadership jeune a enregistré la participation de 6 jeunes Maliens retenus grâce à leurs compétences dans ce domaine. Voilà, la jeune chambre internationale. L'ambassadeur du Mali près la République togolaise, Konandji Aïssata Koulibaly, a présenté le 30 juillet dernier au président du Togo, Faure Essimma Gnassingbé, lettre de créance par lesquelles le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, l'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. L'ambassadeur a saisi cette occasion pour saluer le soutien et l'accompagnement dont notre pays a bénéficié de la part de ce pays frère lors des événements que le Mali a connus. Konandji Aïssata Koulibaly a ensuite présenté ses lettres de créance à M. Christian Adolevan, président de la BOAD. La société minière Randgold a procédé à une remise de chèques aux enfants démunis du village SOS de Sanankoroba, la Pouponnière Rive Droite et Azmali. Ces structures ont reçu gracieusement de la part de la fondation la somme de 12 milliards, d'une somme importante d'argent, donc un geste purement humanitaire qui entre dans le cadre des activités de 2014 menées par la fondation Nos Vies en Partage. Nous retrouvons le compte rendu de Inaba. La fondation Rally, appelée aujourd'hui la fondation Nos Vies en Partage, a remis au cours de cette cérémonie un chèque de 32 millions de francs CFA. Les bénéficiaires sont Azmali et le village d'enfants SOS de Sanangoroba qui ont reçu chacun 10 millions de francs CFA, Ousna Kasso 7 millions et la Pouponnière Rive Droite qui a reçu 5 millions de francs CFA. Nous avons pensé que dans le secteur minier, les gens qui bénéficient de certains avantages devraient contribuer aussi à prendre en charge ceux qui sont laissés pour compte les plus démunis. Et c'est cette initiative qui nous a poussé à avoir avec nous nos partenaires pour pouvoir aider ces plus démunis, comme vous le dites. Malgré le changement de nom, cette fondation créée pour des fins humanitaires n'a donc pas changé d'objectif ni de contenu. La directrice de l'association pour la sauvegarde de l'enfant Azmali a remercié le donateur au nom des bénéficiaires et a assuré que bon usage sera fait de ces dons. Aujourd'hui, nous n'avons plus de place pour les enfants. La nuit, c'est horrible de voir 4 bébés dans un berceau ou de voir
20 enfants sur des nattes. Créée en 1995, la société minière Ranggold a déjà fait des dons dans les régions de Caille et Sikasso pour un coût global de 70 millions de francs CFA. Voilà, c'est cet élément qui met fin à ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité demain, 13h et 20h, une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.